Eh, 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 it's okay. Eh, Amis auditeurs, merci d'être à l'écoute de Rewmi FM. Bonjour et bienvenue dans le Grand Oral. Vous qui nous suivez sur rewmi.com, merci également d'être avec nous. Nous sommes heureux de recevoir ce matin Maître Xavier Jean Keita, conseiller principal du bureau du Conseil public pour la défense à la Cour pénale internationale. Bonjour Maître et merci pour la disponibilité. Bonjour Madame, c'est toujours un plaisir. Alors, comme je l'ai dit, vous êtes le conseil principal du bureau du Conseil public pour la défense à la Cour pénale internationale. Entre guillemets, on vous surnomme le gardien des droits de la défense au stade préliminaire. Quel est exactement votre rôle au niveau de la Cour pénale internationale? Déjà, la création de mon bureau a été une nécessité pour rétablir autant que faire se peut l'égalité des armes entre le bureau du procureur, qui est un organe très fort, et les équipes de la défense qui officient devant la CPI. Donc cet appui juridique était nécessaire parce que le bureau du procureur analyse et enquête et ça dure 2-3 ans. Ils ont une parfaite connaissance de leur dossier. Et lorsque un suspect ou un accusé doit comparaître devant la cour, il est assisté par une équipe de défense avec à sa tête un conseil, donc un avocat librement choisi. Et celui-ci doit avoir au moins 10 ans d'expérience en matière pénale, en matière procédurale pénale et en droit international. Ces 10 ans ne peuvent signifier que la personne maîtrise le statut de Rome, les éléments de crime, le règlement de la cour, le règlement du greffe, le code de conduite des professionnels. Et donc pour cela, on a besoin d'un bureau comme le mien qui vient en appui pour faire des recherches et soulager les équipes, leur éviter de réinventer la roue avec des jurisprudences qui sont dépassées ou obsolètes. Et donc chaque équipe de défense est plutôt focalisée sur son affaire, tandis que mes collaborateurs et moi-même, nous avons une vision globale de toutes les affaires et nous pouvons transmettre de façon transversale des jurisprudences ou des décisions qui ont été prises et qui sont d'intérêt pour l'équipe que nous assistons. Dès l'instant où nous sommes soumis au même code de conduite que les professionnels que nous assistons, il y a la confiance, le secret professionnel, la confidentialité. Et donc, ils savent que même si on est fonctionnaire de la Cour, payé par la Cour, nous sommes vraiment indépendants. Voilà. Et donc, le premier rôle du bureau, c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est d'être gardien des droits de la défense au stade préliminaire. Lorsque les victimes veulent participer, lorsqu'il y a un programme à mettre en place pour le fonds d'indemnisation des victimes, c'est mon bureau qui fait les observations. À ce stade-là, il n'y a pas encore de suspect ou d'accusé. Et s'il y a des éléments de preuve qui doivent disparaître irrémédiablement et que le procureur doit aller sur le terrain, c'est mon bureau qui est désigné pour protéger les futurs droits de la défense et s'assurer qu'il n'y a pas violation des règles procédurales et de la présomption d'innocence. Le deuxième mandat, c'est le plus consistant, c'est assister les équipes de défense en faisant des recherches juridiques et techniques pour elles, mais sur des aspects vraiment légaux et techniques. À charge pour l'équipe de défense, lorsque nous rendons dans un certain délai qui est contractualisé le fruit de nos recherches, c'était à cette équipe qui doit préparer des conclusions, les signer et les assumer. Nous ne faisons pas leur travail, nous ne mâchons pas leur travail, mais nous leur donnons un outil juridique qui leur permette d'avoir de la matière, puisque nous, on a une vision plus globale de la Cour. Et donc, pour éviter quelque chose qui est essentiel dans la profession, c'est-à-dire les conflits d'intérêts,
puisque nous assistons l'ensemble des équipes de défense qui le souhaitent. Et dans certaines affaires, il y a des jonctions. 2 affaires deviennent une seule. Ngudjolo et Katanga ont été des dossiers joints. Au début, le dossier Gbagbo et le dossier Blé Goudé étaient des dossiers séparés. Et c'est maintenant une seule et même affaire. Pour autant, après la jonction, nous avons continué à assister l'équipe Gbagbo, l'équipe Blé Goudé, sans qu'il y ait de conflit d'intérêts. Comment? En étant indépendants et en assumant aussi qu'ils doivent être indépendants. Nous avons décidé dès ma prise de fonction le 15 janvier 2007, ça fait bientôt 11 ans, de ne pas nous mêler de stratégie. Chaque équipe de défense définit la stratégie avec son client. Deuxièmement, nous ne prenons pas de position officielle ou publique sur des faits, parce que chaque type de fait peut conduire à un type de responsabilité particulière. Et troisièmement, nous ne nous mêlons pas d'éléments de preuve que le bureau du procureur transmet. Pourquoi? Parce que ça évite de nous contaminer. Par contre, chaque équipe de défense, pour nous permettre d'affiner les recherches, peut nous dire, moi, ma stratégie, c'est ça. Moi, mon interprétation des faits, c'est ça. Et voilà les éléments de preuve que j'ai. Et les partager avec nous. Ça reste entre nous. Il n'arrive pas que la défense, donc il y a quelconque doute de votre indépendance et des doutes par rapport à justement votre équidistance par rapport aux différentes composantes de la Cour. Ceux qui peuvent avoir des doutes, c'est d'abord ceux qui ne me connaissent pas. Et ensuite, qui n'ont jamais eu affaire à mon bureau ou à moi-même. J'ai été, il y a 17-18 ans, c'est-à-dire en 99, le président du premier syndicat d'avocats de toute la France. J'avais derrière moi 45 000 avocats. Et le ministre de la Justice français ne pouvait prendre sur la profession aucune décision qui concerne de près la profession d'avocat sans me consulter. Donc, j'ai joui pleinement de mon indépendance et je sais ce que c'est. Donc, je suis à la CPI et je ne suis le collaborateur de personne. Je ne suis pas le collaborateur du président de la Cour. Je ne suis pas le collaborateur du procureur. Et mon bureau est relié au greffe pour des raisons purement administratives. Et je ne suis pas le collaborateur du greffier. Je suis mon propre patron et l'ensemble de mes collaborateurs n'ont aucune directive à recevoir de qui que ce soit à la Cour. Donc, au-dessus de ma tête, disons que c'est notre conscience ou Dieu. Et donc, il n'y a pas plus indépendant que mon bureau au sein de la Cour. Mais selon certains, vous l'avez dit tout à l'heure, le bureau du procureur très très fort. Alors qui dit force aussi dit faiblesse à côté. Certains trouvent que la défense est très faible par rapport au bureau du procureur. Trouvez-vous cela vrai? Est-ce que, à vos yeux aussi, cela est une anomalie au niveau de la Cour? Tout à fait. Depuis que j'ai rejoint la Cour, je milite et plaide pour que la défense devienne un organe. Actuellement, il n'y a que 4 organes à la Cour. Il y a la présidence, il y a le bureau du procureur, il y a le greffe et il y a les chambres. Or, une cour pénale internationale qui se respecte devrait avoir la défense également comme organe. C'est pas impossible puisque ça a été réalisé au sein d'un tribunal qui est postérieur, le tribunal spécial pour le Liban. Et mon homologue, chef de la défense, il est chef d'organe. Et lorsque les organes de son tribunal se réunissent, il est présent. Ce qui n'est pas le cas à la Cour pénale. Ça fait son chemin. Il y a déjà l'International Bar Association qui a depuis 2011 a suggéré que c'était une piste désormais à explorer. Un consortium d'experts en octobre 2015 a estimé et a recommandé qu'il était grand temps que la défense devint le 5e organe de la Cour. Ça va faire son chemin et ça va progresser. C'est pas demain, parce qu'il faut modifier des tas de choses, y compris le statut de Rome. Mais les seuls combats qu'on a
qu'on À votre avis, qu'est-ce qu'il faut changer, peut-être à l'heure actuelle? Non, je veux dire, les seuls combats qu'on perd, c'est ceux qu'on n'a pas entamés. Donc, ce qu'il faut changer à l'heure actuelle, de rendre déjà la défense comme un organe et aller vers une plus grande égalité des armes. Et je ne dis pas que le procès n'est pas équitable à la CPI, au contraire. On a des juges d'une très grande qualité et des contradicteurs, que ce soit le bureau du procureur ou les avocats pour les victimes, d'une grande qualité. Et cela met très haut le débat juridique et judiciaire, mais pour autant, la défense mérite d'être un organe. Nous avons créé un barreau qui est la voix extérieure des avocats, des victimes comme des suspects et des accusés. Je suis un des membres fondateurs. J'ai été au bureau l'année dernière, au conseil exécutif, et là je viens d'être réélu, et je suis le secrétaire de ce nouveau barreau. C'est la voie professionnelle externe, mais la voie profonde et solide interne, c'est mon bureau, et cette voie-là mérite que l'on transforme notre bureau en organe. Et là, les États parties doivent s'en saisir, puisque ça ne peut passer que par une réforme du statut de Rome et du règlement de la Cour, qui pour le moment est entre les mains des juges de la Cour. Mais la défense doit devenir absolument un organe. C'est le sens de l'histoire. On reviendra largement sur cela d'ailleurs au cours de cet entretien, mais l'actualité aussi au niveau de la CPI, c'est le refus de la liberté provisoire à Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien. Quelle lecture faites-vous de cet énième rejet? Oui, il est délicat pour moi de critiquer ou d'analyser une décision. Pourquoi? Parce que d'abord, je respecte la défense telle qu'elle est conduite par les avocats de Laurent Gbagbo. Et ce sont des avocats compétents, des amis aussi, notamment Maître Emmanuel Altit, et entouré d'avocats ivoiriens. Mes règles déontologiques m'interdisent de prendre position officiellement dans le cadre d'une affaire dès l'instant où le président Laurent Gbagbo a des avocats et une équipe de conseil. Il est difficile aussi pour moi de porter critique d'une décision qui a été prise par une des chambres de la Cour. Pourquoi? Un, parce que je suis un officiel de la Cour. Deux, lorsqu'on n'est pas content d'une décision, les procédures permettent d'entrer en voie d'appel. Et donc c'est à l'équipe de Laurent Gbagbo de faire le nécessaire. Donc sur le plan purement juridique, j'ai pas lu la décision parce que j'étais en déplacement et j'ai été bien occupé. Mais mes collaborateurs l'ont fait, et ils ont certainement fourni à l'équipe Gbagbo toute l'assistance juridique que de droit à leur demande. On constate que son procès prend du temps. Certains même vont jusqu'à parler de lenteur. Vous faites le même constat? Disons que c'est un des travers de la justice pénale internationale, c'est qu'elle est très lente. Le temps de la justice est souvent incompris, mais le temps de la justice pénale internationale est particulièrement long. Ce qui n'est pas juste et équitable, c'est qu'on doit penser à la présomption d'innocence et que toute personne présumée innocente, la liberté doit demeurer la règle et la détention l'exception. Cela semble être le contraire au niveau de la CPI, parce que qui dit Cour pénale internationale pense automatiquement au mandat d'arrêt international. C'est au juge de décider, suivant les conditions qui ont été réalisées pour décider de la détention du président Gbagbo. Si la Chambre estime que les conditions ne sont pas réunies pour une mise en liberté dite provisoire, je n'aime pas ce mot, parce que la liberté ne peut pas être provisoire. Elle est ou
elle n'est pas. Donc dire qu'elle est provisoire, c'est considérer que la règle, c'est la détention. Et je n'aime pas la liberté dite provisoire. Si nos juges ont estimé que les conditions n'étaient pas réunies, ben c'est que, selon elles, les conditions ne sont pas réunies. Et s'il y a des motifs d'appel, comme je l'ai dit, à l'équipe du président Gbagbo d'en tirer toutes les conséquences et d'interjeter les recours que de droit. Mais je ne peux pas porter un jugement sur la Cour pénale internationale en disant que voilà, qu'elle ne fait qu'incarcérer. Disons qu'en l'état, il faut que des États entrent dans des conventions et que ces États soient prêts à accueillir toute demande de mise en liberté. Pour l'instant, il n'y a que la Belgique qui a signé un accord avec la Cour pénale. Ce n'est pas normal. Donc je demande à la communauté internationale de prendre ses responsabilités et de permettre, par des accords directs avec la Cour, de pouvoir accueillir une personne qui serait mise en liberté, une personne qui serait définitivement acquittée. Et ce n'est pas normal que la défense puisse subir des tracas. Une cour, une juridiction doit pouvoir aussi bien entrer en voie de condamnation qu'en voie d'acquittement. Et il faut trouver un état d'accueil. C'est pas quand le risque ou le fait juridique se réalise qu'il faut penser à chercher un pays d'accueil. On doit être un petit peu proactif. Et c'est ça le respect du statut de Rome, que dès l'instant où le statut de Rome est un instrument qui est le fruit de notre patrimoine juridique international sur le plan des grands principes, il faut que ces grands principes puissent avoir une faisabilité, une mise en œuvre. Et il faut devancer les décisions des juges et être prêt à accueillir des mises en liberté comme des acquittements. Justement, la transition est trouvée pour faire l'historique de la Cour pénale internationale. Dans quel contexte a-t-elle été créée? Elle a 20 ans aujourd'hui. La Cour pénale n'a pas 20 ans. C'est le statut de Rome qui entre dans sa 20e année et qui aura 20 ans le 17 juillet 2018. Le statut de Rome est entré en vigueur le 1er juillet 2002 et donc notre Cour est une jeune cour, elle a 15 ans. 15 ans, c'est l'âge de l'adolescence. Et cette cour a été voulue parce que après Tokyo, Nuremberg, les tribunaux pour le Rwanda, les tribunaux pour l'ex-Yougoslavie, la cour spéciale de Sierra Leone, il était temps d'avoir une cour pénale permanente avec une définition préalable des crimes, comme le crime de génocide, de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, qui sont sa compétence. Et la compétence à venir, plus tard, sera le crime d'agression. La règle majeure et première, c'est nulla pena, nullum crimen sine lege, qui veut dire en latin pas de peine, pas de crime sans loi. Ce qui veut dire que la loi doit être connue avant, et c'est parce qu'elle est connue que tous ceux qui violent la loi doivent rendre compte devant la justice. Et cela est réalisé enfin par la Cour pénale internationale, puisque les États à Rome, à la conférence de Rome, ont mis cette Cour en place sous forme de traité, de négociation, et donc il n'y a pas plus grande expression de sa souveraineté que de décider de la limiter par une convention, et donc le traité de Rome est une convention purement volontaire. La Cour n'est pas créée par une résolution du Conseil de sécurité qui s'appliquerait à tous les membres des Nations Unies. Il y a 124 membres, États partis, qui sont les 124 qui participent au budget de la Cour, ceux qui ont signé et ratifié. Et je suis content et fier que mon pays, le Sénégal, une de mes patries, puisque je suis également malien, que le Sénégal ait été le premier pays à avoir ratifié le statut de Rome.
et avoir le président Kaba, qui est le premier avocat qui préside l'Assemblée des États partis et qui vient d'organiser une magnifique conférence lundi dernier sur les 19 ans ou la veille de la 20e année du statut de Rome. Une conférence de très haut niveau avec des experts internationaux et des experts sénégalais et c'était vraiment du haut niveau et qui augure, à mon sens, de beaucoup d'espoir par rapport à la Cour pénale et toutes les critiques fondées pour certaines, mais pour la plupart infondées, qui font que la Cour est souvent critiquée et par des gens qui ne prennent même pas la peine de savoir comment elle fonctionne. Voilà. Justement, on en arrive au fonctionnement de la Cour pénale internationale parce que beaucoup pensent que c'est juste un tribunal contre les Africains. Je dis juste que c'est de la malhonnêteté intellectuelle et c'est du syllogisme. Lorsqu'on se contente des faits, en effet, on se dit il n'y a que des affaires africaines, il n'y a que des situations africaines, mais il y a aussi d'autres pays qui sont sous analyse de la CPI par le biais du bureau du procureur, soit l'Irak, l'Afghanistan, la Géorgie et même la Palestine. Donc qu'on donne du temps au temps et le temps fera son œuvre. Mais entre-temps, se contenter juste d'une photo et de dire les situations sont africaines, les affaires sont en Afrique. Donc la Cour est une cour coloniale qui ne fait que se défouler sur les Africains. Eh bien, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Pourquoi ? On saisit la Cour pénale de 3 façons. La première, une initiative d'un État parti. La deuxième, une initiative du Conseil de sécurité basée sur le fait que c'est lui le gardien, le vrai gendarme du monde pour la paix et la sécurité. Et cela vient du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. La troisième voie juridique et procédurale, c'est une initiative proprio motu du procureur. Cette initiative du procureur, elle a été prise dans les affaires en cours qu'une seule fois. C'est les affaires du Kenya. Tout le reste, madame, à l'exception de la Libye et du Soudan, qui sont des initiatives du Conseil de sécurité, tout le reste, c'est-à-dire l'Ouganda, la RDC, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, le Mali, toutes ces situations et affaires, ce sont des initiatives de nos chefs d'État actuellement en exercice. Donc si on veut être honnête intellectuellement, ce n'est pas la Cour pénale qui se défoule ou qui vise les Africains, ce sont les Africains eux-mêmes par leurs chefs d'État qui se sont retournés vers la Cour parce qu'il y avait des situations qui requéraient l'intervention de la Cour pénale. Et puis, il suffit de savoir comment fonctionne la Cour. Elle est basée sur la complémentarité, pas sur la subsidiarité. Ce n'est pas une instance d'appel supérieure, une cour d'assises pénale internationale. La complémentarité veut dire que c'est d'abord à chaque État partie d'enquêter, d'analyser et de juger. C'est seulement si un État ne peut pas ou ne veut pas ou n'a pas en tout cas les moyens que la Cour pénale peut se trouver compétente. Ou alors, un État fait semblant d'organiser des procédures juste pour mettre à l'abri certaines personnes et la Cour pénale retrouvera sa pleine compétence. Donc il arrive qu'elle s'autosaisisse. Il est arrivé qu'elle s'autosaisisse et ce n'est arrivé que dans les affaires kenyanes. La situation en Géorgie n'a pas encore donné d'affaires, mais en l'état actuel, on ne peut reprocher à la Cour pénale que d'avoir mis son nez, si on veut, parler trivialement, dans les affaires du Kenya. Tout le reste, ce sont des initiatives du Conseil de sécurité pour la Libye et le Soudan. Tout le reste, c'est-à-dire la majorité des affaires, à l'origine, ce sont des initiatives des chefs d'État africains. Alors qu'on ne nous raconte pas d'histoire et que l'émoi a commencé quand la Cour a osé mettre en examen
et rendre un mandat d'arrêt en 2009 contre un chef d'État en exercice, Hassan Omar el-Bashir, le président du Soudan. Je rappelle qu'il est présumé innocent également. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à se pencher sur cette cour et à la critiquer. Où en est cette affaire d'ailleurs? La cour a récemment rendu une décision sur ce plan-là. Chaque État partie, et l'Afrique du Sud est un État partie, chaque État partie a un devoir de coopérer avec la cour. Et là, on avait noté justement l'absence de coopération de l'Afrique du Sud. Oui, en l'état. En l'état. Oui, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Vous avez juste constaté. Non, il y a eu des procédures, il y a eu une décision récemment, mais il n'y a pas eu de renvoi devant les instances internationales. Disons que la décision, c'est que l'Afrique du Sud n'a pas coopéré. Le reste suivra son cours. Toujours est-il que chaque État partie doit coopérer. Et pour les situations et affaires qui nous viennent d'une initiative du Conseil de sécurité, c'est l'ensemble des pays du monde qui sont qui sont membres des Nations Unies qui ont une obligation de coopérer. Et là, c'est le cas, puisque c'était une initiative du Conseil de sécurité qui nous a qui a saisi la Cour pénale. On ne saisit pas la Cour pénale d'une affaire, on saisit la Cour pénale d'une situation. Et c'est le procureur qui après analyse, enquête, et c'est comme ça une situation peut devenir une affaire. Durant la conférence de Dakar, le mot dialogue est revenu. Elle est sortie de la bouche, le mot est sorti de la bouche du ministre de la Justice du Sénégal, Maître Sidiki Kaba, qui se trouve être le président des États partis au statut de Rome, également du procureur Fatou Bensouda. Quel est ce besoin de dialogue que la CPI a, notamment avec l'Afrique? Je suis avocat et je suis également médiateur. On ne dit pas que deux personnes ne s'entendent pas. On dit qu'il n'y a que deux personnes qui n'ont pas encore communiqué. Et il y a beaucoup d'incompréhension entre certains États africains, notamment l'Union africaine et la Cour pénale. L'Union africaine est une institution de renom et respectée. La Cour pénale est une nécessité pour l'Afrique, pour le monde. Et donc ces deux instances doivent dialoguer, mieux se comprendre. D'ailleurs, l'initiative de retrait en masse de la CPI était en train de reculer. Il y a eu même un référendum en Zambie et à 94%, les Zambiens ont considéré qu'il ne fallait surtout pas se retirer de la Cour. Il faut un dialogue constructif et positif entre l'Union africaine et la CPI. C'est pour ça que le président Kaba et madame le procureur Bensouda ont tout à fait bien fait de parler de dialogue. Et je maintiens, ce dialogue est nécessaire. Il est important de mieux se comprendre. Et il n'y a pas besoin d'invective et d'initiative. Il faut se parler et voir ce qui ne va pas. La Cour pénale n'est pas parfaite. Elle a au moins le mérite d'exister. Voyons ce qu'il y a lieu de corriger. Mais s'il faut, par exemple, imposer que tout chef d'État en exercice dispose d'immunité de poursuite, ça, ce n'est pas possible actuellement. Pourquoi? Parce que la Cour pénale a été voulue comme mettant tout homme, et toute femme, toute personne sur le même pied d'égalité. Toute qualité officielle, quelle qu'elle soit, est inopposable à la Cour pénale internationale. C'est une des poutres maîtresses de cette institution. Et je pense que cette poutre maîtresse doit demeurer. Imaginez qu'il puisse y avoir une différence entre les faibles et les puissants. Eh bien, il n'y aura plus de Cour pénale internationale. Et pensez au type de crime que la Cour pénale est censée poursuivre. Il ne s'agit pas de vol de bicyclette ou de vol à la tire. Il s'agit quand même de crimes les plus graves d'un certain niveau. Et ça ne peut être commis en masse que par des hommes ou des femmes disposant de moyens extraordinaires.
qui disposent des moyens extraordinaires? C'est souvent des États ou des armées ou des milices. Et donc, on atteint un certain niveau. Donc, il n'y a aucune raison de mettre une quelconque différence entre ceux qui pourraient commettre des crimes, soit par décision, soit par obéissance. On met tout le monde sur le même pied d'égalité. Et c'est ça la démocratie juridique, si on peut dire. Si vous venez de nous rejoindre, c'est le Grand Oral que vous suivez sur Rewmi FM et nous recevons Maître Xavier Jean Keita, conseiller principal du bureau du Conseil public pour la défense à la Cour pénale internationale. Alors nous poursuivons. Vous avez peut-être le privilège de rencontrer certains détenus. Alors quelles sont les conditions de détention au niveau de la pénitence de la CPI? Il y a un centre de détention qui se trouve pas très loin des nouveaux locaux de la Cour. J'ai eu le privilège non seulement de visiter, mais d'aller dans les chambres. Ce sont des endroits bien tenus, décents, qui répondent aux grands standards internationaux en la matière. Et sur ce plan-là, je crois que la Cour pénale est un modèle. Alors très souvent, on me dit, mais Laurent Gbagbo, tout ça, il vit dans un château, dans un palace. Je dis non. C'est un lieu de détention qui est décent, qui est propre, dans lequel il y a des activités de sport possibles, la possibilité de cuisiner et quelques distractions. Chaque détenu a un ordinateur qui lui permet de suivre leurs procédures. Et lorsqu'ils ne sont pas familiers du système électronique, ils ont une formation. Il y en a qui prennent des cours de langue en anglais. Je dirais pas que c'est un endroit où il fait bon vivre, mais c'est un endroit qui répond aux normes internationales. Pas de contact avec le monde extérieur pour eux? Le contact, si. Vous avez droit à des visites. À des visites, mais pas à communiquer via l'ordinateur ou... Non, pas par Internet, parce que communication téléphonique, si. Avec la famille, vous pouvez prendre rendez-vous et communiquer. L'avocat peut communiquer, la famille, les amis. Mais certaines communications peuvent être monitorées parce qu'il n'y a pas de privilège si c'est votre avocat ou votre conseil qui communique avec la personne détenue. C'est une conversation privilégiée. Mais pour les membres de la famille et autres, ça peut être monitoré, c'est-à-dire écouté, analysé au cas où. Et donc c'est une précaution qui est mise en place. Et les personnes peuvent recevoir des visites. Mais en tout cas, le droit des visites familiales est un principe sacro-saint. À la prison de Scheveningen, est-ce que sont arrêtés ou sont gardés des personnes déjà condamnées ou ce sont juste les accusés qui bénéficient encore de la présomption d'innocence qui y sont? Il y a un accord de siège avec les Pays-Bas. Et l'accord de siège suppose que dans le centre de détention international ne figurent que des personnes en cours de procédure. Quand la procédure est terminée, qu'il y a une décision définitive non susceptible de recours qui a été prise, les personnes doivent être transférées vers un autre lieu, soit parce qu'ils sont acquittés et libres, soit parce qu'ils sont condamnés, soit parce qu'ils sont mis en liberté, mais ça doit être ailleurs qu'aux Pays-Bas. Parce qu'ils ont encore la présomption d'innocence, est-ce que cela expliquerait un peu les conditions entre guillemets jugées bonnes par certains, conditions de détention bien sûr? Je pense que les normes internationales font que les lieux de détention et les lieux pour purger la peine éventuelle sont d'un certain niveau. La prison, il ne faut pas rajouter une sanction à la sanction. Donc ça doit être un lieu qui permet de vivre et de subir décemment sa peine, surtout qu'on a vocation à sortir. Une prison ne doit pas être une porcherie. Donc c'est un lieu où on a des restrictions de sa liberté, mais c'est une question de responsabilité, de respect de la personne humaine et des droits de l'homme. Nous parlons toujours de la Cour, cette fois-ci pour faire le bilan. Elle a 15 ans, le statut aura bientôt 20 ans. Quel bilan tirez-vous pour la CPI de manière générale? Le bilan, c'est qu'il
il n'y a personne au monde qui ignore l'existence de cette cour. Quand il y a des conflits quelque part, électoraux ou non, des marches, on ne tire plus sur la foule. Que ce soit la Tunisie lors du printemps arabe, que ce soit lors des manifestations qui ont donné lieu au départ de Blaise Compaoré. À une autre époque, on aurait facilement tiré sur la foule. On pense à la CPI maintenant. Eh bien, tout le monde dit attention, si vous tirez, vous savez, vous allez finir. Et là, la cour pénale sert de dissuasion. C'est très bien. C'est très bien. Donc ça, c'est déjà un bilan positif. Ensuite, que la cour soit critiquable sur certains aspects, ben, elle peut se réformer, mais il ne faut pas se contenter de la critiquer sans y adhérer. La cour a vocation à devenir universelle. Elle doit aller vers cette universalité. Il y a les grandes puissances comme l'Inde, Israël, les États-Unis, la Russie, la Chine, qui ne sont pas membres. Un jour, il sera anormal pour certains États de ne pas en être. Et c'est tout ce que je peux souhaiter de mieux à la Cour pénale internationale. Par contre, la Cour pénale internationale idéale, ben c'est la Cour qui aura plus d'affaires. Non pas parce que elle sera tombée en désuétude, mais parce que le monde sera meilleur ou que les États traiteront eux-mêmes des cas qui pourraient ressortir de la compétence de la Cour pénale internationale. Comment expliquez-vous la réticence de ces grandes puissances que vous venez de citer, qui n'ont pas encore adhéré à la Cour? Demandez-le à ces puissances. En général, pas d'écho par rapport à ça? Si, en général, ils se disent que c'est mettre le nez dans leurs affaires. Il y a certains de ces États qui se veulent gendarmes du monde et qui peuvent envahir n'importe quel pays parce qu'ils sont puissants et ça les dérange. Ben ça va être bientôt de la compétence de la Cour. Ça s'appelle le crime d'agression et on va passer à une autre dimension. Mais c'est certain que la réticence de certains États, c'est déjà que leurs soldats ou leurs ressortissants ou leurs chefs d'État ne veulent pas avoir affaire à une telle cour. Mais si on va dans le sens de l'histoire, je pense qu'il n'y aura pas de solution pour rester hors de la cour. Ils seront obligés d'y adhérer. Ils ne seront pas obligés. Les États sont souverains. Je dis que c'est le sens de l'histoire. Mais moralement? Il n'y a pas de morale. C'est la souveraineté. Ils décideront. Et la cour, c'est un traité. Il faut venir volontairement signer et ratifier. Personne ne peut être forcé d'adhérer à la Cour pénale internationale. C'est ça sa force et son mérite. C'est pourquoi peut-être on n'a que 24 adhérents pour le moment. 124, oui, 124. Ne réduisez pas nos mérites, madame. Oui, c'est 124, dont 34 Africains. Et l'Afrique est le groupe le plus puissant des États. Donc c'est pas rien, les liens de l'Afrique et de la Cour pénale sont des liens très forts. Et avec des Africains à un certain haut niveau, j'en suis la preuve. La procureure, elle est africaine. Il y a des juges africains. Les Africains, ils sont en bonne place. On a même eu un greffier adjoint africain et sénégalais. Donc, c'est pas une cour de l'Ouest coloniale pour juger les Africains. Et je crois vous l'avoir déjà dit. Ce n'est pas cette forte présence africaine qui gêne un peu ces grandes puissances, vous ne pensez pas? Non. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Sentiment de supériorité, d'infériorité. Non, les Africains n'y sont pas supérieurs, du tout. En étant 2 Maliens à la Cour pénale, on est considéré comme surreprésenté. Et la capacité du Mali ou du Sénégal, financière, c'est suivant sa contribution au niveau des Nations Unies. Donc, un pays comme la France, avec 50 ressortissants français, ils ne sont pas surreprésentés. Mais un Malien ou deux Sénégalais ou 3, ces pays seront surreprésentés. Bon, ça c'est une autre chose à corriger, parce que je pense que si on décide qu'un État doit contribuer suivant sa capacité financière
au nom de quoi on limiterait la possibilité à toute personne compétente d'un pays en voie de développement qui est dont le pays est membre de la Cour pénale, comment on peut limiter cela? Donc, ce genre d'injustice, alors qu'il y a un pays, une voix au niveau de l'Assemblée des États parties, et ça aussi, ce sont des choses à améliorer et à corriger. Quels sont les dossiers aujourd'hui sur la table de la CREI? Combien il y en a de la CPI? Je vous ai cité les situations déjà en cours. Il y a à peu près 23 affaires et la plupart des affaires sont pour le moment africaines. Je vous ai cité l'Ouganda, je vous ai cité la RDC, le Mali, la République centrafricaine, le Soudan, la Côte d'Ivoire, la Libye, c'est déjà pas mal. Et les affaires kenyanes, bien sûr. On est l'affaire Saïf al-Islam, le fils de Kadhafi, que vous avez d'ailleurs eu à défendre dans le cadre de votre mission à la CPI. Oui, j'ai assisté M. Saïf al-Islam Kadhafi pendant presque 2 années. Actuellement, son avocat est M. Karim Khan et Mme Shyamala Alajandra. Ce sont 2 avocats très brillants, avec lesquels d'ailleurs j'officie au sein du barreau près la Cour pénale. M. Karim Khan est un des avocats les plus connus et reconnus de la Cour pénale. C'est lui actuellement le président du barreau près la Cour pénale. Et donc, dès l'instant où il est représenté, je n'ai pas à me prononcer sur son affaire, mais je peux partager avec vous ce qui est public et dans le domaine public, ce qui serait à Zintan, une des tribus de Libye, et qui serait désormais en liberté. Et on dit même qu'il aurait été acquitté. Donc il est poursuivi par la Cour pénale pour d'autres faits, et les poursuites devant la Cour pénale ont été antérieures. La Libye a fait valoir son droit légitime de soulever l'incompétence de la Cour. En première instance, quand j'assistais M. Kadhafi, cette exception d'incompétence a été rejetée. Elle a été confirmée, la décision de première instance a été confirmée en appel. Donc c'est définitif. Saïf al-Islam Kadhafi doit se rendre dès que possible devant la Cour pénale internationale. Il est présumé innocent, à lui de se défendre. La présomption d'innocence pour les personnes déférées devant la Cour est-elle très bien respectée? Bien sûr. Même vous, madame, vous êtes présumée innocente. Article 66 du statut de Rome. Et moi qui vous parle aussi. C'est un principe. Il y a des principes tels que le droit au silence, sans que ce silence vous soit reproché. Vous avez également le droit de choisir librement son conseil, le droit d'être assisté et dans une langue qu'on comprend, et gratuitement si vous n'avez pas les moyens. Tout ça, c'est notre patrimoine juridique international et cela fait partie du statut de Rome. Merci, Maître Keita. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du Grand Oral de Rewmi. Merci à vous, madame, et bon vent pour votre radio. Et je vous souhaite très vite de devenir une télévision. Bientôt. Et on espère qu'on aura à ce moment-là aussi un autre entretien aussi riche avec vous, Maître Xavier Jean Keita, conseiller principal du bureau du Conseil public pour la défense à la Cour pénale internationale, le gardien des droits à la défense, disons, au niveau de la CPI. Merci à vous. Merci aussi à nos amis internautes qui nous suivaient sur Rewmi.com et à ceux qui nous ont suivis sur Rewmi FM. Ce débat, vous pouvez le réécouter lundi à 18h et vous l'aurez également en vidéo sur le site. Également, il sera repris par le quotidien Rewmi dans sa prochaine parution de la semaine. Merci à Cheikh Thiam et Mamadou Ndiaye pour les photos et la vidéo. C'était Fatou Thiam Ngom. On se retrouve la semaine prochaine. Excellent week-end à tous.